Imaginez la possibilité d'être dans votre bureau à Paris ou à New York et de pouvoir suivre depuis le confort de votre téléphone tout ce qui se passe sur l'un de vos sites, par exemple à Abidjan ou à Yaoundé, voire à Dakar. Ce qui pouvait paraître impossible il y a encore de cela quelques années est désormais une réalité dans nos pays. Et la fierté, c'est de savoir que ce sont des Africains qui sont porteurs de ce genre d'innovation. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un jeune Ivoirien de la diaspora qui est revenu au pays, Back to Africa, pour apporter sa contribution à l'émergence du continent au travers des drones. En réalité, le drone est un outil qui peut être tellement beaucoup plus puissant que ce que l'on imagine et il a décidé avec ses équipes d'en faire un outil de réel développement. D'abord dans l'agriculture, au travers des drones d'épandage que nous allons voir tout à l'heure, mais aussi désormais dans la surveillance. Et les possibilités sont juste infinies comme vous allez le voir. Vous aussi, j'espère que cette émission va vous inspirer à voir tout ce que vous pouvez faire dans le domaine de la technologie dans nos pays. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner et bienvenue dans l'Afrique qui bouge, l'émission qui met en avant les gens qui font bouger littéralement le continent. C'est parti! Bonjour Joe. Salut Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux. Bienvenue à Joel. Merci. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors je suis Joseph-Olivier Billet. En général on m'appelle Joe ou le droneur ivoirien. Je suis un Back to Africa. Donc j'ai fait mes études en dehors de la Côte d'Ivoire. J'ai fait un double bachelor en marketing et finance internationale en Paris, Londres, Chicago. Et un master en management spécialisé en innovation de rupture que j'ai fait à San Francisco dans la Silicon Valley. Ensuite je suis rentré et puis dans le but de créer un réseau local, j'ai intégré MDE en partenariat avec l'ISC Barcelone, où j'étais le plus jeune de l'histoire de l'école et où donc j'ai eu la possibilité de côtoyer des chefs d'entreprise, des leaders en fait du continent africain. Et ensemble, on a appris, on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait développer le continent africain. J'ai entrepris, je suis entrepreneur, je suis un techpreneur. J'ai fondé Joule International qui a introduit les drones dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on accompagne le pays dans sa transition d'une agriculture traditionnelle à une agriculture de précision. Merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, à quel moment tu décides dans tout ce parcours de rentrer en Afrique? J'ai toujours eu cette idée de partir et de revenir. Ok. Donc pendant toute ma scolarité. C'est ce que beaucoup de gens disent, mais après. C'est ce que beaucoup de gens disent, mais est-ce qu'ils le font tout le temps? C'est ça. Qu'est-ce qui te décide à rentrer? Ce qui me décide à rentrer sont les opportunités. Moi, je suis conçu en fait pour régler des problématiques. Et en fait, j'ai choisi un outil incroyable qui est l'innovation. Donc quand il y a un problème, moi, je règle ce problème-là grâce à l'innovation. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de challenges en Afrique. Et du coup, c'était évident pour moi de rentrer et puis de participer en fait à la création de cette Afrique qui est en train de se transformer. Et pourquoi la technologie alors? Pourquoi la technologie? Parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui pour moi a le plus de potentiel aujourd'hui sur le continent. On a raté beaucoup de révolutions. La seule révolution sur laquelle on n'est pas trop en retard, c'est la révolution technologique. Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens et que les Africains, ensemble, puissent rejoindre ce mouvement-là et transformer le continent par l'innovation et par la technologie. Les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui sont des entreprises qui sont technologiques, qui ont commencé dans un garage, qui ont commencé comme des startups. Vous regardez Apple, vous regardez Google, et aujourd'hui qui sont en train de montrer comment est-ce que le monde peut être transformé par cet outil incroyable. Alors aujourd'hui, tu es dans deux grands secteurs, si je peux me permettre de dire ça comme ça, avec la technologie et notamment des drones. On va rapidement en parler. Déjà dans l'agriculture, tu as dit tout à l'heure que tu voulais passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture de précision. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment tu vois l'agriculture demain? Je vais être honnête avec toi, l'agriculture ne m'a jamais intéressé plus que ça. Okay. Je l'ai découvert à travers les yeux de mon père. Donc, comme tout Ivoirien, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et donc, je regardais comment est-ce qu'il gérait ses plantations, comment est-ce que les choses se passaient. Et un jour, j'ai fait l'exercice de partir avec lui sur l'une de ses plantations. Et dans la voiture, il m'en disait énormément de bien parce qu'il rêvait de me voir entreprendre dans l'agriculture. Et il me disait à quel point c'était génial, à quel point sa plantation était bien gérée. Quand on arrivait, c'était une véritable catastrophe. Parce que les photos, les vidéos qu'il me montrait dans la voiture du gérant de sa plantation, qu'il lui envoyait régulièrement par WhatsApp,
Et en fait, ce n'était même pas les photos de sa plantation. Oh, Et en fait, toi qui as un Back to Africa, tu sais ce que la diaspora vit au quotidien quand elle investit dans l'agriculture. Et en fait, le déclic pour moi s'est fait à ce moment-là. Je me suis dit, ce problème-là mérite qu'on s'y penche un petit peu et qu'on apporte une solution. Et c'est comme ça en fait que je me retrouve dans l'agriculture, à utiliser la technologie comme un outil pour permettre à tous ceux de la diaspora, à tous les chefs d'entreprise, à tous ceux qui investissent dans ce secteur si important pour l'Afrique, de pouvoir avoir une solution qui les accompagne. Et quand j'ai regardé les chiffres également, parce qu'il y a le petit côté cartésien qui nous accompagne, on voit que le secteur qui emploie le plus en Afrique, c'est le secteur agricole. Ouais. On voit également que le secteur qui a le plus, enfin le continent qui a le plus de terres arables est l'Afrique. On a plein de terres arables, plein de terres fertiles. Et on se retrouve encore à quémander. Donc pour moi, il y avait quelque chose à faire. Et j'ai décidé donc de me lancer dans l'agriculture et de proposer des solutions concrètes pour que les jeunes puissent participer à cette révolution-là, tout simplement. Alors concrètement, là, on a un drone agricole. Fondamentalement, quelles sont ses missions et quelle est l'innovation que toi, tu vas apporter? Parce que les drones agricoles existent déjà. Ils existent déjà. Alors nous, on ne vient pas avec un drone agricole. On ne propose pas un drone agricole en fait à nos clients. On propose un écosystème autour du drone. Donc, on parlait tout à l'heure de la diaspora. J'ai conçu une solution avec mon équipe qui permet en fait, grâce au drone, de suivre sa plantation à distance. Donc vous pouvez être en France, vous pouvez être au Sénégal ou dans un autre pays du monde ou même à Abidjan, loin de votre plantation parce que l'on sait que le temps est important quand les plantations ne sont pas à Abidjan. Les gens sont mobiles également aujourd'hui. On peut avoir un investissement. Les jeunes peuvent hériter de la plantation de leur père, mais pas avoir nécessairement l'envie de rester sur le site, sur le terrain. Ils ont besoin, ils ont envie de bouger. Et du coup, c'est là que notre solution est incroyable parce qu'elle leur donne la possibilité de garder un œil sur leur plantation à distance grâce au drone. Donc, on a développé un logiciel Made in Côte d'Ivoire. Quand je dis Made in Côte d'Ivoire, encore une fois, ce n'est pas pour attirer la compassion, c'est parce qu'il a été développé entièrement localement, adapté à nos réalités, mais aux standards internationaux. Et ce logiciel-là permet à toutes ces personnes-là de suivre la plantation à distance, mais aussi de scanner la plantation du ciel. Donc, là où avant vous retrouviez à être victime d'une maladie parce que vous la cherchiez ou la découvrez quand c'était trop tard, notre solution vous permet de l'anticiper. Notre solution permet… C'est-à-dire qu'on a un drone qui balaie la plantation. Qui détecte les maladies. Qui détecte des maladies, des anomalies en général. Parce qu'il n'y a pas que des maladies. Il peut y avoir un déficit d'engrais, il peut y avoir des insectes. Les feuilles peuvent commencer à jaunir et c'est visible que du ciel. Et on parle en général d'alternatives, on parle du satellite. Mais le satellite aujourd'hui n'est pas mis à jour constamment, il n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc le premier use case pour nous, ça a été de permettre à la diaspora et aux investisseurs dans les plantations de pouvoir suivre la plantation à distance. Ensuite, on se rend compte que les agro-industriels qui ont de gros champs, qui se retrouvent à se promener en pick-up ou en moto pour suivre la gestion, le gérant peut se retrouver dans son bureau et avoir une vue globale de sa plantation. Il a la possibilité de planifier les choses, planifier les activités de ses ouvriers. On va plus loin sur ceux qui décident d'acheter un terrain, qui ont des centaines d'hectares et qui se disent « Ok, j'ai un cours d'eau là, mais comment est-ce que j'aménage mon terrain ?» Notre logiciel permet de voir les courbes de niveau, là où il y a des pentes, là où il y a un risque d'érosion. Et on est capable de vous dire comment planter, pour vous dire où planter de manière perpendiculaire ou pas. On est capable de vous mesurer, enfin vous êtes capable de mesurer avec l'outil en 2-3 clics des distances, des superficies. En fait, c'est un outil game changer pour tous ceux qui ont une plantation ou qui gèrent une plantation. Et il est développé, encore une fois, en fonction des réalités du terrain. La deuxième chose qu'on propose, en plus de cet outil incroyable, c'est des drones comme celui que vous venez de montrer, des drones d'épandage. Vous savez, je vais vous parler des jeunes dans l'agriculture. On a un gros problème en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays d'Afrique, je pense que c'est la même chose. L'agriculture a beaucoup de personnes d'un certain âge qui ont connu beaucoup de challenges. Et aujourd'hui, c'est 60-65 ans la moyenne d'âge. Et quand on regarde en même temps les chiffres de la population, on est à plus de 70% de jeunes. 25 ans, Et donc, en zone rurale, vous n'avez plus de main-d'œuvre. Et donc, les agriculteurs aujourd'hui ont du mal à avoir des personnes qui vont venir pulvériser des produits phytosanitaires dans leurs champs. Et ça, c'est un problème. Et donc, les coûts explosent pour un service qui ne suit pas. Ce que nous avons fait, c'est introduire ces drones d'épandage-là, adaptés à nos réalités. Vous savez ce qu'ils font. Les gens ont peur quand ils le voient parce qu'il est impressionnant. Mais là où les petits planteurs, les petits agriculteurs, ou les agriculteurs en général, passent plus de 10 heures pour couvrir un hectare, à 4, on le fait en 5 minutes à coût équivalent.
Donc, on arrive à épandre le produit de manière uniforme sur l'ensemble de la parcelle, là où, en général, avec la fatigue, le produit et la quantité ne sont pas forcément contrôlés. On arrive à apporter beaucoup plus de précision, beaucoup plus d'efficacité, et surtout, on met les bonnes quantités au bon endroit. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'agriculture de précision. On ne parle pas juste d'épandre. Et enfin, la santé des agriculteurs. Quand vous pulvérisez comme ça avec le pulvérisateur à dos, vous êtes malade 2-3 jours après. On vient vous économiser ce temps-là. Donc, troisième chose, c'est qu'on offre également une académie. Donc, notre objectif, c'est de démocratiser, c'est de populariser l'utilisation du drone dans l'agriculture. Parce que pour nous, c'est un outil qui peut transformer ce secteur-là pour de bon. Et donc, on a besoin de plus de personnes qui vont rejoindre ce mouvement et rejoindre cette transformation. Et donc, on a créé une académie qui nous permet en fait de former ces agronomes, qui nous permet de réinventer leur métier et de faire en sorte que notre technologie ne vienne pas pour détruire leurs emplois. Et donc, c'est un écosystème qu'on propose avec du logiciel, avec des drones d'épandage et avec de la formation. On a ce laboratoire dans lequel nous sommes, où nous pouvons réparer les drones. Plus besoin de les envoyer en Chine ou ailleurs pour quand ils ont des problèmes. On peut les réparer localement. Et on travaille sur le futur du drone également. Donc, on a un département de recherche et développement où on travaille sur les prochaines étapes. On pourra vous montrer 2-3 images à la fin. Très intéressant. Donc, on comprend bien aujourd'hui qu'il y a la nécessité de résoudre un vrai problème dans le secteur agricole. Maintenant, on reste dans le cadre d'une entreprise, c'est du business, donc il faut que ce soit rentable. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une adhésion des agriculteurs, des différents clients potentiels aux différentes prestations que tu proposes avec les drones? Alors, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que tout changement, toute innovation est confronté à des réfractaires au début, des gens qui doutent et qui ont besoin de voir pour croire. Et donc, ces personnes en général sont sceptiques au début jusqu'à ce qu'elles voient. Parce que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est faire des cas d'école, c'est de faire des démonstrations, des démos. On prend un client qui a une parcelle, il nous faut aller sur le site, lui montrer en fait qu'au pulvérisateur à dos, il passe 1 jour et demi. Et avec nous, c'est en 5 minutes. Donc, en 5 minutes, on arrive à le convaincre de signer tout de suite. Donc, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas simple dans l'éducation de la population qui au début est un peu craintive, a des petits doutes, a des petites craintes, mais dès qu'elle voit, dès qu'elle teste, elle adhère. Est-ce que le petit agriculteur a les moyens de se payer? Il a les moyens quand il est en coopérative. S'il a 1 hectare et qu'il nous appelle pour venir faire l'épandage, non, ce ne sera pas rentable. Par contre, aujourd'hui, on a des clients qui sont des coopératives et qui regroupent ces petits planteurs-là ensemble. Et du coup, c'est l'ensemble, c'est le groupe qui travaille avec nous. Le business model permet d'être rentable à partir de quelle superficie à peu près? À partir de 15 hectares à peu près. À partir de 15 hectares. À partir de 15 hectares, la personne est bien. Après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, comme la distance, parce que c'est un facteur qui est non compressible. C'est une charge qui est non compressible, parce qu'il faut que l'équipe se déplace sur le site. Donc, les coûts de transport peuvent évoluer, mais sinon, en général, à partir de 15 hectares, la personne est rentable. D'accord. On a parlé des coopératives agricoles, il y en a quand même beaucoup en Côte d'Ivoire. Énormément. Est-ce qu'elles sont justement aujourd'hui sensibles à ton outil? Est-ce que tu vas les rencontrer? J'imagine que vous passez beaucoup de temps avec elles. Beaucoup de temps Mais est-ce que de manière concrète, ce que je veux comprendre ici, c'est ton business model? Puisque tu ne leur vends pas le drone, ça coûterait trop cher, j'imagine. Exactement. Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, ce que je propose, donc ma cible n'est pas uniquement au niveau des coopératives. Ma première cible, elle est au niveau des agro-industriels. Elle est de leur proposer cette solution-là qui transforme leur business. Et ils sont très réceptifs parce qu'ils vivent cette difficulté au quotidien. Ils sont dans l'optimisation, ils sont dans la performance. Et pour ces personnes-là, enfin, ces agro-industriels comprennent tout de suite. La deuxième cible que nous avons, ce sont les propriétaires de plantations. Ce sont donc les gens de la diaspora, mais ce sont des chefs d'entreprise ou des cadres aujourd'hui qui ont eu la chance d'investir dans l'agriculture et qui souhaitent eux aussi passer à cette nouvelle agriculture. Très facile de les convaincre parce qu'ils comprennent la difficulté, parce qu'ils ont voyagé, parce que voilà. Et la troisième cible, ce sont les agronomes. Parce que pour nous, il y a énormément d'agronomes qui se positionnent en prestataires de services. Donc, ils vont être sollicités par un propriétaire pour effectuer des tâches. On arrive à leur permettre de faire ces mêmes tâches avec plus de rapidité, plus d'efficacité. Donc, ils arrivent à signer plus de clients, à couvrir plus de clients dans la même journée. Et la dernière cible qu'on essaie d'avoir, parce que pour nous, c'est celle qui représente réellement l'agriculture ivoirienne, ce sont les petits planteurs. Et ces petits planteurs sont sous des coopératives. Donc, notre approche aujourd'hui, c'est de convaincre la coopérative. Mais pour l'instant,
Ceux qui adhèrent et qui payent, c'est le chocolatier, par exemple, si on parle de cacao, c'est l'agro-industriel qui accompagne, qui travaille avec la coopérative. Donc, c'est l'acheteur du produit final qui, à cause des règles et de la réglementation en vigueur, a besoin de passer sur une agriculture durable. Aujourd'hui, on ne doit pas détruire la forêt, on doit préserver les sols, on doit optimiser l'utilisation des produits phyto et les drones sont une parfaite réponse à ces problématiques-là. Et donc, on arrive à lui offrir cette solution-là pour qu'il puisse donc derrière le ventiler dans l'ensemble de ces coopératives avec qui il travaille. Mais ce que je veux aussi savoir, c'est toi, chez Joule, comment tu gagnes de l'argent? C'est-à-dire que tu leur proposes ton drone en location, tu leur mets un technicien qui va le piloter sur une période bien précise. Qu'est-ce que tu factures? C'est le temps passé? C'est quoi? Comment est-ce qu'on facture? On facture la prestation de service. On fait un coût à l'hectare. OK. Tout simplement. Donc, en fonction de la superficie que vous avez, on a une première étude du drone qui survole votre plantation et qui voit tous les problèmes, les difficultés, l'accès et ainsi de suite. Et la deuxième prestation, c'est la prestation de pulvérisation. Donc, on fait un coût à l'hectare. Donc, on arrive aujourd'hui en fonction de la superficie du client. Et on a aussi pas mal d'algorithmes en interne qui nous permettent de mettre quelques variables. La position géographique, l'accès au terrain. On regarde la végétation qu'on a, parce que des fois, vous avez de très grands arbres dans de l'agroforesterie, par exemple, qui nous permettent de voir toutes les contraintes techniques et de fournir un coût à l'hectare à ce client-là qui nous paye. Donc, en fait, c'est vraiment une prestation à l'hectare. Certains clients souhaitent acheter le drone, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un drone est soumis à une législation. Donc, la plupart des clients qui le font sont sensibles au fait qu'ils doivent former leur agent, qu'ils doivent prendre une licence et ainsi de suite. Donc, c'est un peu plus lourd. On peut rappeler quelques éléments de la législation en Côte d'Ivoire qui est quand même assez contraignante sur l'usage de drones. Elle est très contraignante, mais en même temps, elle est nécessaire parce qu'elle permet de cadrer et de mettre quelques barrières à l'entrée. Oui, mais donc, en Côte d'Ivoire, pour faire voler un drone, il faut payer. Il faut payer 3,5 millions l'année et 1,5 million ensuite. Qu'est-ce qui justifie ça? Je saurais vous dire, il faut le demander au régulateur. Pour faire monter un drone, tu payes 3,5 millions. Mais en plus, tu fais monter un drone dans un champ. Dans un champ, avec des gens en général qui essaient d'avoir des revenus décents, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Oui, en plus, Ce n'est pas au niveau de la production qu'on a le plus de revenus, c'est plutôt au niveau de la transformation. Donc aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Donc on est vraiment dans un souci d'optimisation, nous, de nos coûts, pour permettre à ces clients finaux de pouvoir bénéficier de ces solutions. L'agriculture étant déjà très peu rentable en termes de production quand on n'a pas des économies d'échelle importantes, est-ce qu'un mec qui a 15 hectares est rentable en utilisant ta solution? Oui. Le prix de sa banane explose. Il ne faut pas le voir comme ça. OK. Un mec à 15 hectares qui est soumis à une maladie et qui appelle en urgence une main-d'œuvre dans la zone qu'il a du mal à joindre, alors qu'elle est censée pulvériser aujourd'hui parce qu'il n'en a pas, elle va venir 3, 4, 5 jours après. La maladie a le temps de se répandre et de détruire sa parcelle. Et chaque jour, s'il en trouve 4… Tu es un sapeur-pompier en fait, c'est ça? Non, j'anticipe. J'essaie d'arriver avant le sapeur-pompier et éviter justement qu'on soit contraint d'appeler des sapeurs-pompiers qui ont de l'eau en général qui ne font pas grand-chose. Donc, on essaie aujourd'hui d'intervenir avant. On essaie de prévenir plutôt que de guérir. Mais ça, justement, ce côté que je comprends parfaitement, est-ce que tes interlocuteurs le comprennent? Parce qu'on sait qu'on est dans une culture, malheureusement dans nos pays ici en Afrique, de l'urgence. C'est-à-dire que les gens aiment bien réagir. Plutôt qu'anticiper. Plutôt qu'anticiper. Et comme toi, ton business est basé sur l'anticipation, qui paye quelqu'un? Enfin, qui paye? Il y a certainement des gens qui vont nous expliquer, mais est-ce que les gens comprennent qu'il faut payer pour anticiper? De plus en plus. OK. En fait, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a énormément d'éducation. Et l'avantage, malheureusement pour eux, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mauvaises expériences, en fait, avec les méthodes actuelles. Donc, des méthodes où on se retrouve avec des agro-industriels qui voient leur plantation décimée par un ravageur et qui nous appellent en urgence, en fait. Donc là où ils se disaient que c'était peut-être de l'anticipation, comme vous étiez en train de dire, ils se retrouvent à devoir nous appeler en urgence et à nous demander de faire la prestation parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un drone qui peut le faire avec autant de rapidité et autant de précision. Donc oui, là, on est vraiment dans l'éducation, on essaie de les sensibiliser. Donc, on est censé faire des caravanes d'éducation, de sensibilisation. On fait des démonstrations. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Ça nous coûte beaucoup de temps, mais à la fin, les gens comprennent. Ça fait combien d'années que Joule existe? Alors, c'était WeFly Agri au début, et WeFly Agri est devenu Joule. Donc, WeFly, 7 ans, et Joule, ça fait 2 ans maintenant. OK, d'accord. En termes de progression de chiffre d'affaires, comment vous évoluez? On a une belle croissance. On a une belle croissance qui a stagné au début. Stagné parce qu'on avait beaucoup de recherche et développement.
On a fait le pari en fait, de développer entièrement nos solutions localement. Pour moi, c'était stratégique. On se retrouve parce qu'on se retrouvait à ne pas vouloir utiliser des solutions étrangères, voir les données du pays sortir et se retrouver sur des serveurs étrangers. On a voulu vraiment tout développer localement. On a voulu que nos solutions soient adaptées à nos réalités parce que ce n'est pas tout d'innover, il faut innover utile. Et en fait, l'ensemble de nos solutions a été développé localement et ça demandait beaucoup de recherche et développement, ça demandait beaucoup de travail. Et donc, on a eu beaucoup de mois, d'années de développement au niveau hard, mais aussi au niveau soft. Et donc, le chiffre d'affaires au début avait stagné un petit peu. Forcément, il n'y avait pas de... Et même, on était même déficitaire parce qu'il fallait investir dans du matériel, dans des ressources. Aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire, vous êtes rentable. Oui, on commence vraiment à connaître une croissance. Vraiment. Et je suis content. Alors, forcément, quand on apporte une technologie comme ça, l'un des principaux interlocuteurs qui doit être sensible à ça, c'est l'État. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec l'État? Est-ce que l'État te soutient? Est-ce que tu as des marchés qui sont passés en gré à gré avec l'État? Alors, aujourd'hui, les relations avec l'État s'améliorent. On va le dire ça comme ça. Je suis ambassadeur de l'innovation. Ils sont conscients aujourd'hui que nous avons une technologie de pointe. Ils sont conscients aujourd'hui que ces technologies-là sont importantes pour le pays. Il y a des efforts qui sont faits au niveau du cadre législatif. Et d'ailleurs, on avait cofondé une association qui s'appelle le CI20 qui œuvrait beaucoup dans le développement de cet écosystème. Il y a la loi Startup qui est en train de passer, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'accompagnement qu'on souhaite. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment l'accès au marché. On a besoin que l'État nous donne les mêmes chances que les entreprises étrangères. On a besoin en fait que sur un appel d'offres, à compétence égale, l'entreprise ivoirienne puisse avoir le marché. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du mal. Je ne sais pas la réponse. Est-ce que tu es à compétence égale? Est-ce que tu Aujourd'hui, dans certains cas, on est même meilleur que des solutions étrangères. Parce que… Peut-être que tu es plus cher. Non, il n'y a pas de réponse particulière qui… Comment tu sais? Tu n'as pas vu le pricing. Tu es peut-être plus cher que les… Mais quand même, Philippe, avant de se lancer, les Italiens… Avant de se lancer dans un secteur, on fait quand même une étude de marché. On regarde un peu les alternatives, on regarde un peu les solutions qui existent, on regarde leur pertinence, on les teste également. Et quand on voyait des solutions, par exemple, qui pour délimiter une parcelle, s'appuient uniquement sur le satellite. Et Philippe, tu connais bien les agriculteurs ici. Des fois, ils séparent leur plantation avec un petit fil rouge, avec un petit bois. Tu ne le vois pas du satellite. Donc, en fait, même la délimitation n'est pas précise. Donc, il y a plein de solutions comme ça que nous avons développées qui sont adaptées à nos réalités, à nos contraintes, à l'accès au réseau, par exemple, à l'accès à la connectivité dans les villages et dans les zones reculées du pays. Voilà. Donc, aujourd'hui, on arrive avec une proposition… Mais l'État dit qu'il veut créer des champions locaux. L'État le dit et l'État essaie de le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de marché venant de l'État. Je n'ai pas encore eu de marché venant de l'État. Et aujourd'hui, les appels d'offres sont un challenge pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, sans prétention aucune, en termes d'innovation, en termes de technologie utile et adaptée à nos réalités, en termes de coûts, il n'y a pas d'égal. Mais pourtant, tu connais, en tout cas, on a pu te voir… publiquement avec des membres du gouvernement, tu connais des ministres, donc ça veut dire que tu leur parles. Pourquoi ton discours ne fait pas écho? Parce que ce que tu dis là, c'est absurde. Mais la plupart des ministres, en général, essaient de nous encadrer, essaient de faciliter cet accès, mais il n'y a pas encore de résultats, honnêtement. Pour ne pas rentrer dans des considérations politiques, aujourd'hui, j'étais direct, j'étais honnête avec toi, on n'a pas eu de marché de l'État. Mais par contre, on voit des efforts qui sont faits. La première fois, il y a 2 ans, que le président parle de start-up. On voit qu'il y a un projet de loi start-up qui est en train d'émerger. Mais aujourd'hui, en termes d'accompagnement concret de nos start-up dans l'accès au marché, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est du business qu'il faut. C'est du business. Faire les photos, faire des forums, des événements, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de business à la fin de la journée, ça ne sert à rien. C'est notre combat aujourd'hui. Oui, non, clairement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'événements en Côte d'Ivoire auxquels le gouvernement participe. Tel ministère sponsorise tel événement. Mais si à la fin de la journée, il n'y a pas de business derrière… Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des champions de la tech. Aujourd'hui, on a des startups qui sont extraordinaires en termes de technologie, en termes d'innovation, en termes de produits qui fonctionnent et qui sont adaptés. Mais on est tous dans le même… L'État doit les pousser. L'État doit les pousser. La France pousse ses entrepreneurs, les États-Unis poussent leurs entrepreneurs, l'Allemagne pousse tout le monde. Et même l'Espagne pousse… Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est que ces pays dont vous parlez nous font la cour aujourd'hui, veulent voir
ces innovateurs africains venir s'installer et créer leur holding en France ou ailleurs. Donc, on nous crée des cadres législatifs adaptés, on nous crée des facilités d'impôt, du crédit recherche, on nous apporte beaucoup d'accompagnement. De l'accompagnement pour que, justement, on vienne avoir accès au financement, on vienne avoir accès au marché depuis la France. Parce que quand vous êtes une start-up française aujourd'hui, vous avez plus facilement accès à certains marchés en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Et ça, c'est dommage, par contre. C'est dommage. Et donc, on est en train de se battre pour changer ça, pour prouver qu'on peut être du pays, on peut être un local, on peut innover, on peut régler des problématiques et on peut réussir. Et donc, ça demande beaucoup de résilience quand même pour nous, mais on lâche rien. On se bat et on continue de se battre. C'est quoi les perspectives aujourd'hui pour Joel? Les perspectives sont bonnes. Là, aujourd'hui, on est en pleine recherche et développement. On est en train de développer des produits qui vont venir, on va dire, régler les problématiques qu'on rencontre sur notre chemin. Donc, quand on voit les drones, on voit tout ce que ces drones apportent, mais il y a aussi des contraintes. La contrainte logistique, le fait de devoir se déplacer à chaque fois qu'un drone doit décoller sur le site, ça coûte de l'argent, ce sont des coûts non compressibles, ça demande un pilote quand même présent physiquement. On est en train de développer des solutions qui vont nous permettre d'automatiser complètement l'utilisation du drone et permettre au drone d'être sur le terrain et nous, peu importe notre position à travers le monde, d'être capable de le commander. Faire en sorte que ce drone-là puisse se recharger à l'énergie solaire, que ce drone puisse permettre de vraiment transformer et régler des problèmes. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est rendre le drone réellement accessible. On veut, comme on dit en anglais, unlock the full potential of the drone. On veut vraiment libérer tout son potentiel et faire en sorte que tout le monde, qu'il soit gros ou petit, puisse y avoir accès. Donc aujourd'hui, notre vrai challenge, c'est de développer des solutions made in Côte d'Ivoire au niveau hardware, adaptées à ces contraintes logistiques et faire en sorte que le drone puisse être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le terrain pour que des petits agriculteurs, mais des gros, puissent bénéficier du drone. Ensuite, bien entendu, c'est de sortir de la Côte d'Ivoire et de pouvoir offrir notre expertise à la région. Parce qu'effectivement, le marché n'est pas juste ivoirien, il est régional, il est africain. Et il faut savoir à un moment prendre ce risque-là de sortir de son pays et d'aller chercher. Tu es en train de me donner raison. Parce que malheureusement, quand on est chez soi, il y a un côté un peu, ouais, bon, c'est notre fils, c'est notre gars, on le connaît, il a grandi ici, il est né ici. Et il y a une forme de suffisance. C'est ça. Alors qu'ailleurs, quand tu viens ailleurs, les gens considèrent que c'est une opportunité pour eux de t'avoir. Et donc, ils t'ouvrent parfois même beaucoup plus facilement les portes. Mais bon, on ne va pas réécrire mais tu sais, moi j'ai une fierté quand même. Après ces quelques années, c'est de voir quand même que je suis un membre de la diaspora, un Ivoirien qui allait faire ses études, qui a appris avec eux, qui a appris dans les meilleures universités, qui est rentré et qui a réussi à attirer des locaux, mais des talents, des pépites ivoiriennes. Et ensemble, on a réussi à se pencher sur une problématique du secteur, j'ai envie de dire, le plus important pour le continent. Et on a réglé ces problématiques avec des solutions qui sont adaptées à nos réalités. Et à des niveaux de technologie et d'innovation internationales. Et je suis fier de voir en fait que ces jeunes-là, qui avaient l'opportunité de partir en France, qui avaient l'opportunité de partir aux États-Unis, ont pris le risque, comme moi, de rester et de mettre leur expertise au service de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de réussir à sensibiliser les bonnes personnes pour que ce travail, cette recherche et ce développement puissent bénéficier réellement, en fait, à notre marché, à notre région, à notre continent, parce que c'est pour nous qu'on l'a développé. Il est temps quand même qu'en tant qu'entrepreneur, on arrive en fait à penser à nous, qu'on soit suffisamment selfish et qu'on développe des solutions pour nous. Parce que personne d'autre que nous ne va développer notre continent, ne va développer nos pays, et personne d'autre que nous ne maîtrisons nos réalités. L'agriculteur qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire n'est pas connu de cette start-up qui est française ou qui est en Suisse. Il a des réalités que la start-up de là-bas ne connaît pas. Nous, on connaît ces réalités, nous, on connaît ces challenges, et c'est fort de toute cette expérience-là qu'on développe nos solutions. L'État, mais pas seulement l'État, les Ivoiriens devraient nous faire confiance et devraient aujourd'hui au moins tester, essayer et se laisser convaincre en fait par ce niveau de performance qu'on leur offre. Juste pour sortir de cette interview, est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres clés de ton business et peut-être du secteur aussi, combien vous employez, enfin les chiffres que tu considères? Alors, les chiffres déjà de l'agriculture, il faut savoir que c'est 70% des emplois créés sur le continent africain, c'est un peu moins de 30% du PIB de la Côte d'Ivoire, c'est
Le cacao, on est leader, c'est l'EVA, on est leader en Afrique, c'est l'anacarde. Enfin, on est très bon au niveau production. Mais par contre, au niveau production, on se rend compte qu'on produit beaucoup sans être performant. Je ne sais pas si Très ce bien, que je je dis est comprends très clair. bien, oui. Donc, on a beaucoup d'agriculteurs, mais qui ne sont pas au top de leur Ouais, performance. donc Quand on regarde un peu on les pourrait chiffres, produire beaucoup on plus. pourrait produire beaucoup plus. On a à peu près, les plantations tournent à 30% de leur performance, ce qui est très peu. Et c'est ridicule. Et aujourd'hui, la technologie peut venir débloquer, ouais, doubler, tripler cette capacité-là. On est victime également de notre environnement, des maladies, du climat, de tous ces changements. Et en fait, la technologie, là aussi, peut venir aider. On a beaucoup de membres de la diaspora. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une grosse diaspora quand même, qui investit beaucoup au pays, mais qui est victime de détournements, d'abus de confiance. Voilà. Et du coup, elle commence à freiner ses investissements dans le secteur agricole. Contrairement à nos pères, à nos grands-pères, on n'arrive pas, et je pense que tu es bien placé, tu détestes les voleurs, j'ai pu le voir dans tes dernières vidéos, on ne peut pas concevoir de faire un business où dans le business model ou dans le business plan, on intègre un pourcentage de vol. Moi, je ne le conçois pas. Et quand vous êtes en France et que vous investissez dans l'agriculture, vous vous dites, bon, il y a 20-30% de ma production qui sera volée parce que je n'ai pas les yeux là-dessus, parce que je n'ai pas le temps et je n'ai pas les moyens de payer un billet d'avion régulièrement pour aller au pays, je dis non, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on développe des solutions comme ça pour leur permettre depuis la France de suivre à distance leur plantation et d'économiser ça. En termes de chiffres, ce drone-là fait 1 hectare en 5 minutes. Je le dis comme ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'énergie. C'est incroyable parce que vous arrivez à régler un problème rapidement. C'est en fait l'image de l'hémorragie qui est stoppée suffisamment tôt. Et c'est ce que ce drone a fait. Et quand je regarde, nous aujourd'hui à Joule, on a une vingtaine de personnes employées quand même. On a des milliers et des milliers d'hectares qui sont gérés. Aujourd'hui, on est très bon. On a pas mal de clients dans le maïs. On a beaucoup de clients dans le palmier. On a des clients, là récemment, on vient d'avoir des clients dans le cacao. Donc, on est en train de couvrir des… C'est à peu près combien de clients aujourd'hui actifs? Une vingtaine. Ok. Mais c'est Donc des, ça veut dire des gros clients. C'est une vingtaine de drones? Non, pas forcément, parce qu'il y a de la rotation? Il y a de la rotation pour l'instant. Okay. Donc, et on se retrouve, je vais vous donner un exemple. Il y a un client de maïs. On a à peu près 1600 hectares à cartographier régulièrement et à pulvériser. Mais cette plantation, elle est à 11 heures de route d'Abidjan. Mais c'est par cycle, en fait, qu'on intervient. Le maïs, c'est très cyclique, c'est des cycles courts. Et quand on intervient, c'est quand même 1600 hectares à couvrir. C'est quand même énorme. Donc, en fait, l'équipe est mobilisée là-bas pendant un moment. Et la clé pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des clients dans des zones pour faire des points relais, pour optimiser le côté opérationnel et pour centraliser. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire en termes de chiffres, c'est que le secteur est porteur. C'est qu'il y a beaucoup de terres arables. Il y a la concurrence? Beaucoup. Oui, il y a des acteurs qui commencent à rentrer dans le marché, mais pas de la concurrence directe, parce que ces acteurs-là, aujourd'hui, prennent des solutions étrangères pour travailler, pour l'instant. On a d'autres acteurs qui arrivent, mais qui viennent d'autres pays. Donc, on se rend compte que la Côte d'Ivoire, qui est un pays très agricole, commence à attirer de plus en plus de start-up étrangères. Donc, il faudrait qu'on renforce notre présence, notre position, pour justement que quand ces acteurs arrivent, ils aient à traiter avec nous quand même, hein, et montrer quand même qu'on est dans la place. Donc, on se bat aujourd'hui pour vraiment renforcer notre position, on se bat pour prendre des parts de marché et on se bat pour être compétitif au niveau du coût, au niveau de la performance et montrer que c'est possible tout en étant ivoirien. Voilà. Merci beaucoup, Joe. Merci à toi. De nous avoir ouvert ton atelier pour que l'on puisse voir tes drones, que l'on puisse voir tes équipes, que l'on puisse voir comment tu travailles, puis que tu nous parles des réalités de ton business, de ce qui marche, des challenges et des perspectives. Donc, on espère bien évidemment que les choses vont aller dans le bon sens. J'ai un challenge peut-être que je vais t'évoquer. Tu sais, en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, avant même de parler d'Afrique, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle, de machine learning. C'est un mot aujourd'hui qui revient dans toutes les discussions partout. Et on se dit que l'Afrique est un peu en retard. L'Afrique est un peu en retard parce que l'Afrique commence à bouger avec l'intelligence artificielle, là où les autres pays le font depuis 10 ans. En Côte d'Ivoire, quand on parle de machine learning dans l'agriculture, on sait utiliser l'intelligence artificielle. On a des solutions. Nous, aujourd'hui, on a des solutions de détection de maladies, de comptage d'arbres. Mais notre challenge, c'est d'avoir une base de données fiable et digitale
pour pouvoir entraîner nos modèles. Mes développeurs aujourd'hui, tous les modèles qu'on a développés, ont nécessité un déplacement sur le terrain, une collecte d'images, une collecte donc de photos d'arbres, donc de palmiers par exemple, d'arbres de rogniers, je sais pas, de cocotiers, et entraîner le modèle et lui dire, tu vois, ça c'est du palmier, ça c'est du rognier, ça c'est un cocotier, et fait la part des choses. Donc tu imagines le coût et le temps que ça nous demande d'aller collecter des milliers de photos sur le terrain pour ensuite venir entraîner nos modèles. Donc en fait, le petit retard qu'on a aujourd'hui au niveau du continent, il est dû aussi à l'accès à la donnée. On n'a pas de données aujourd'hui dans nos universités sur lesquelles on a la possibilité de s'appuyer pour travailler, pour innover. On est obligé de créer cette donnée, on est obligé de l'affiner, de l'ajuster avant de pouvoir l'exploiter réellement. Et ça, c'est problématique. Pour la petite anecdote, il y a des universités qu'on a contactées qui nous donnaient de photos. Tu vois, donc avec ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, c'est un challenge qu'on a. Parce qu'en fait, on est limité également par ce genre de choses. Et ça nous oblige à avoir une approche écosystémique. Avec Joule, je ne peux pas venir uniquement avec des drones. Je suis obligé de venir avec un logiciel. Un logiciel que je suis obligé de concevoir. Pour faire ce logiciel, je suis obligé d'avoir derrière des données collectées sur le terrain. Je suis obligé d'avoir une académie. En fait, c'est vraiment une approche écosystémique qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir réellement nous développer et pour ne pas que ces facteurs clés de succès aujourd'hui soient pénalisés en fait, par les contraintes de l'écosystème. Donc, je pense aussi que pour les entrepreneurs, pour ceux qui comptent venir dans l'écosystème, que ce soit dans le secteur agricole ou dans les autres, c'est une approche à envisager pour l'Afrique. Du coup, ça me permet de te poser une question intéressante pour ceux qui nous écoutent et qui justement voudraient se lancer dans l'agriculture, mais pas forcément pour faire de la culture, parce que malheureusement, c'est le réflexe que tout le monde a. Toi qui es dans le secteur, c'est quoi les autres niches que tu vois? Toi, tu es dans le drone maintenant, mais généralement, quand on est dans un secteur, on voit tellement d'autres niches, mais on ne peut pas se disperser. C'est ça. Voilà, si je pouvais faire autre chose, j'aurais fait ça. Ce serait quoi pour toi aujourd'hui les zones où tu te dis, il faut que des Africains se lancent là-dedans? Déjà au niveau de la production. Au niveau de la production, on a tendance à partir sur les cultures classiques, des cultures de rente. On part sur le cacao, on part sur l'EVA, on part sur l'anacarde. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres cultures qui sont très demandées localement et qu'on se retrouve dans certains cas à importer. Donc, je recommanderais vraiment à ces entrepreneurs-là de partir sur ces cultures-là de niche qu'on peut développer en fait sur notre continent. Tu penses à quoi? L'avocat. Ok, oui. Je pense au melon. Oui. Je pense, oui, je dirais ces deux cultures-là comme ça instinctivement. Au soja, au poivre, et ainsi de suite. Il y a plein de cultures comme ça qu'on peut développer localement et qui peuvent constituer une force pour nous. Le manioc. Là, vous vous rendez compte que la Chine est devant nous? Oui, ça moi, ça me choque. C'est un scandale, oui. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour notre logiciel, parce qu'on est conscient quand même que quand on parle de vision, de populariser et d'accompagner le continent dans une transition d'une agriculture traditionnelle à une agriculture de précision, on sait qu'on ne peut pas tout faire seul. On sait qu'on n'est pas capable d'avoir suffisamment de drones pour couvrir tout le pays, tout le continent. Donc, en fait, on a conçu notre logiciel de sorte à ce que d'autres personnes puissent en fait l'utiliser. Donc, quelqu'un de la diaspora aujourd'hui qui a l'envie d'investir dans ce business peut nous approcher et on peut lui créer un compte. Et en fait, avec un drone qu'on peut lui mettre à disposition, il a la capacité en fait, de collecter des données sur le terrain, les traiter par notre logiciel et de faire de l'argent en fait. Tout simplement. Donc, les agronomes, les investisseurs en fait, étrangers, et des personnes de d'autres pays qui souhaitent aussi profiter de cette technologie qu'on a développée en Côte d'Ivoire, qui sont adaptées à leur réalité également, on a la possibilité de nous approcher sous forme de licence, on a la possibilité de nous approcher sous forme de revendeurs, et ainsi de suite. Et en fonction de la pertinence et de la qualité du profil, on peut derrière faire des partenariats. Aujourd'hui, on ne veut pas être fermé à la Côte d'Ivoire, on veut pouvoir s'ouvrir. Parce que le marché, le terrain de jeu, il n'est pas en Côte d'Ivoire uniquement, il est sur le continent. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de synergie entre ces différents pays d'Afrique. Donc, on est très ouvert à ça et on a énormément de solutions aujourd'hui qu'on peut partager en fait avec ces autres pays pour faire du business et avoir des relations gagnant-gagnant, tout simplement. Donc voilà. C'est très clair. C'est plus que clair. On va te montrer des petites exclus? Oui, on va terminer avec quelques images d'exclus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, quand tu as un terrain vierge que tu veux aménager, tu es capable en fait de regarder, de faire des calculs comme ça à distance. Ouais. Regarde par exemple si on parle de superficie. Tu peux faire les formes que tu veux. Hein. Tu vois, quand tu mets finir,
tu as tout de suite la superficie en quelques clics. Excellent. Tu vois? Et ça, encore une fois, c'est local. Tu vois? Tu as la possibilité de monter à la météo, tu peux mesurer, dézoomer, tu peux... On peut regarder DTM, Nafio? Oui. Ou tu veux faire comptage d'arbres d'abord? Oui, tu peux voir le Ah oui, il te donne le nombre d'arbres, exact. de palmiers Le palmier. sur la superficie qui est délimitée. Et il sait te dire où est le palmier, Oui. où est les VA. c'est ça. Tu vois? Tu as la possibilité de pouvoir... Donc, on a rajouté une fonctionnalité de comptage manuel, donc en plus, semi-automatique, pardon. En plus du truc automatique, donc à compter tout ce que tu as vu, tu peux rajouter en fait à la main, en fait, un arbre que tu souhaites. Tu vois un peu ce que je veux dire? Très bien. Donc, que le logiciel n'a peut-être pas vu. Oui. Et ça te permet de compter ça en plus. Tu vois, donc c'est des petits éléments comme ça, en fait, que les autres n'ont pas pensé qui sont essentiels. On va regarder, par exemple, l'évolution de ta plantation. Il ne peut pas aujourd'hui réellement compter. Donc, il va prendre un hectare, il va faire une ou deux lignes, et puis il va faire des calculs. Oui. Tu vois? Et donc, il va même, assumer que... il va assumer que tu fais ça. Alors que ça te permet de le faire automatiquement. Et donc, lui mettre ça à disposition, lui permet d'être beaucoup plus créatif. Ouais. T'imagines s'il te fait une capture d'écran et qu'il le met à la disposition du client, ça rassure. Tout à fait. Regarde ça. D'une vue à une autre, d'ortho à DTM. DTM, c'est ce qui va te permettre de voir le relief de ton sol. Donc, tu vas voir que, par exemple, tout ce qui est bleu là, c'est des zones un peu plus basses. Tu vois? Donc, tu vas descendre et tu vois en fait le relief de ton sol. Ce que les géomètres auraient fait. Est-ce que tu peux générer les contours? Oui. Tu vois ce que les géomètres font avec les GPS Garmin là, Oui. à la main, Oui, bien sûr. mètre par Et mètre? après, Regarde, automatiquement, ça te sort toutes les courbes de niveau. Ouais. Et tu définis l'écart entre chaque courbe. Et en fait, tu as un survol de drone seulement, quoi. Excellent. Tu vois un peu le gain de temps que les gars ont avec ça? Et donc, quand tu zoomes, tu vois, hein, donc tu vois le niveau de détail que tu souhaites. Tu vois? Là, ce qu'on voit là, c'est un vrai site. C'est un vrai Ici, en site. Côte d'Ivoire. C'est un pas- client. C'est pas une simulation. Non, non, non. Il a quelle superficie, lui? 191. Il est où? Je ne sais pas qui répond, tu vois. Il a Ira. Ira? Tu peux dézoomer, tu vas voir sur la case de la Côte d'Ivoire. Donc, et c'est ça aussi, comme on dit, c'est ça qui est bon, c'est que quand tu fais le travail sur la parcelle d'un client, les images sont géolocalisées et sont collées en fait au satellite, sont superposées au satellite. Donc, tu as la possibilité également de voir la position de ta plantation réellement. Donc, tu sais que ce n'est pas une fausse plantation. Là, c'est bon, ouais. On est à la Côte d'Ivoire. Je peux dézoomer encore, hein, on peut aller au Cameroun. tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu regardes. Tu regardes. Et tu peux zoomer jusqu'à voir. Ça, c'est le satellite, les vues de satellitaire. Ouais. Tu vois, et donc c'est une manière également pour nous. Attends, je vais partir sur l'ortho pour que tu puisses mieux voir. Tu vois la différence de clarté et de précision entre le satellite. Regarde. Oui. Tu vois, et donc quand tu zoomes, tu peux zoomer normalement jusqu'à 5 mètres du sol. Tu peux- Tu vois la précision, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Et les images vont s'affiner hein, au fur et à mesure parce que ça change. Tu vois? Et tu vois, tout ça, c'est des images qui ont été prises par le drone. Mais si je vais sur le satellite, c'est ça que tu vois. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mm. Donc, regarde la différence de qualité d'image. Et puis, tu as le côté DSM. Donc, DTM, c'est le terrain. C'est ce qui est sur le sol, le relief du sol. Tu as la vivacité des arbres. Donc, embarqué en fait à notre drone, tu as des capteurs multispectraux. Et c'est ça qui va faire la différence entre un drone classique que tu vois dans les mariages et puis nos drones. Parce que là, tu as un drone avec une caméra multispectrale. C'est ça une caméra multispectrale. Tu vois que c'est différent. C'est pas juste un appareil photo. Ouais. Tu vois? Et donc ça va te permettre de prendre ta plantation avec différentes longueurs d'onde. Et ce sont ces images avec les pixels et tout ça qui sont prises que notre logiciel va traiter et afficher ça. Quand tu regardes les autres logiciels ou même notre logiciel au début, on se retrouvait en fait quand on collectait les images à gérer une centaine de paramètres en fonction de la luminosité, en fonction de s'il pleut et ainsi de suite. On a mis du machine learning, c'est totalement automatique. Aujourd'hui, tu fais 1000 photos, 2000 photos, 10 000 photos, tu les téléverses sur la plateforme et l'algorithme va regarder les éléments et puis faire les réglages qu'il faut automatiquement. Mm. Donc le gain de temps est monstrueux aussi à ce niveau-là, tu vois. Donc voilà, après tu as plein d'outils. Là, ce qu'on a fait pour la santé des plants, c'est que derrière, il y a des couleurs qui expliquent en fait la pertinence. Et puis il y a plein d'algorithmes
que tu peux appliquer. En fonction, ça, c'est les agronomes qui y parlent. Hein. Tout ça sont des algorithmes pour voir certaines choses. Donc, tu as par exemple un truc qui est sur la chlorophylle, qui va te permettre de voir le niveau de chlorophylle. Donc, à quel point les arbres sont verts, tu vois, et ainsi de suite. Et tout ça, il y a les longueurs, ici les valeurs, et l'agronome l'interprète. Tu vois, il l'interprète et il est capable de donner au client, en fait, l'état de santé réel de sa plantation. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait pour le client, c'est qu'on va lui faire un scan de sa plantation. On va aller, on va survoler, et on va lui sortir un rapport avec les éléments clés. Donc, s'il le souhaite, on va même jusqu'à rencontrer son personnel, le tester, et on a des graphes qui sortent avec, voilà le niveau de compétence des gars, voilà comment ça se passe, ainsi de suite. Tu vois, donc c'est vraiment poussé, quoi. C'est pas le truc, on bricole pas, quoi, je veux dire. Et là, tu vois mieux même, tu vois. Ouais. Tu vois un peu la qualité enfin, des éléments. Ici, tu as beaucoup de pas flotteurs. Tu vois un peu, non. Donc c'est important que je te montre, en fait, que ce que je te dis là, c'est vraiment fait ici, en fait. Donc quand je te dis que ils conçoivent des trucs, en fait, de la R&D, les circuits sont faits ici. Je suis Caleb Kwame, je suis ingénieur électronicien à Jeunes International et je suis concepteur de drones aussi. Donc ici, nous avons des cartes électroniques qui vont nous permettre de contrôler tout ce qui est circuit dans la box que nous sommes en train de concevoir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons des transistors et aussi des pins qui vont nous permettre d'interconnecter tout ce qui est système électronique dans la box. Ici, c'est la partie où on conçoit le système lui-même. Et puis l'autre que j'ai montré, c'est la vue 3D. Ensuite, on a ici c'est le circuit de charge lui-même. Donc, on a des parties amplification, on a des parties régulateurs de tension, tout ça. Donc, ici, c'est le design 3D de notre nouvelle box. Donc, ici, on a fait la conception. Maintenant, nous sommes en train de faire la phase de réalisation. Philippe, je te présente la fameuse Joule Box. C'est notre bijou technologique. C'est une innovation qui nous permet d'avoir un drone présent sur le terrain et peu importe notre position à travers le monde, de le commander. Donc on peut, grâce à cette box, être en France ou être à Abidjan et faire décoller un drone qui se trouve à Korogo sans être physiquement présent. Donc c'est un game changer. Là, par exemple, je vais l'ouvrir sans aucune action de ma part. Donc on va supposer que je suis dans mes bureaux ou que je suis à Paris et que je sois capable, voilà, d'ouvrir à distance cette box pour demander au drone d'aller effectuer une mission et de revenir. Donc en totale autonomie et chargée à l'énergie solaire, cette box se trouve perdue dans une plantation ou perdue dans une forêt. Le drone se charge automatiquement et le drone, avant de décoller, est capable de prendre en compte son environnement. Il est capable de savoir s'il y a des obstacles, s'il y a des poteaux électriques, s'il y a des arbres. Ça, c'est la Joule Box. Elle va nous permettre de bénéficier de la puissance d'un drone sur le terrain sans être physiquement présent. Un drone présent sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et peu importe votre position à travers le monde, vous serez capable d'interagir avec le drone. Imaginez-vous, depuis Paris ou depuis Abidjan, faire décoller en quelques clics un drone qui se trouve à Korogo sans être physiquement présent. C'est une révolution et c'est une révolution qui est ivoirienne, 100% ivoirienne. Alors là, le drone est dans une boîte hermétique qui se recharge à l'énergie solaire, qui n'a ni peur de la chaleur ni peur de la pluie, qui est conçue pour ne pas se faire voler et elle vous permet donc de bénéficier du streaming offert par le drone à travers le monde. L'avantage qu'on a également avec cette box, c'est qu'elle prend en compte son environnement. Vous voyez les obstacles, vous voyez les poteaux électriques, vous voyez les immeubles, les arbres, et le drone est capable de les éviter. Et vous êtes capable de programmer une récurrence de mission. Encore une fois, c'est une révolution, et c'est une révolution made in Côte d'Ivoire. Pour rendre ça possible, nous avons fait quelque chose qu'aucune autre start-up en Côte d'Ivoire et dans la région n'a fait. Nous avons racheté une start-up française qui nous a permis de gagner 7 à 8 ans de recherche et développement. Ce rachat nous a permis donc de bénéficier de technologies, d'expertise,
encore une fois, de sujets de recherche et nous a permis donc de reprendre tout ça en main et de le faire évoluer et de l'adapter aux contraintes ivoiriennes, aux contraintes africaines. Que vous soyez dans l'agriculture, que vous soyez dans la surveillance, que vous soyez dans les mines, dans la foresterie, cette box va transformer votre quotidien et va transformer l'utilisation du drone sur l'ensemble de notre quotidien. Donc le test que nous allons faire, c'est un test réel. Ça veut dire qu'on a défini un périmètre qu'on souhaite que le drone survole. Et donc, ils vont planifier une mission à distance. Ils vont demander au drone de regarder un peu les obstacles, de décoller, de survoler le périmètre et de revenir. Il va mettre un peu de temps à monter ou à atterrir parce qu'on est encore en train de perfectionner le système d'atterrissage qui est fait par reconnaissance d'un pattern, donc de la piste d'atterrissage par la caméra du drone. Donc vous verrez tous ces éléments-là et puis on verra comment ça se passe avec le direct. Le drone vient de décoller, la box se referme, donc le plateau rentre. C'est un bras robotisé qui permet de faire sortir et rentrer le drone. Et là maintenant, elle se referme pendant que le drone est en train de survoler le périmètre défini. À l'heure où je vous parle, sur l'écran, vous voyez tout ce que le drone voit. Donc tout ce que la caméra du drone voit. Et ces images-là sont enregistrées, donc sont partagées en streaming. Et en plus d'être partagées en streaming, tout est enregistré. Vous voyez en live ce que le drone voit. Il a fini sa mission, il a ramené du streaming, il a enregistré des vidéos, et là il va rentrer à la base, il va re-rentrer dans la box, encore une fois sans intervention humaine. Vous avez l'ordinateur dans ma main, je ne fais absolument rien. Et là il va se poser. Donc le bras robotisé automatiquement sort. Le drone va reconnaître le plateau. Donc on est dans la phase où le drone est en train de rechercher le plateau. Donc il ajuste son atterrissage, il y a beaucoup de vent, donc il faut le prendre en compte et il se pose automatiquement dans la box sur le pattern. Et donc il va voir le dessin qu'on a fait entre guillemets du haut et il va pouvoir le reconnaître, différencier un arbre de cet élément-là, rentrer automatiquement et la box va se fermer. Quand je vous parle de solutions révolutionnaires, c'est de ça dont je parle. La possibilité d'avoir donc ce drone présent sur le terrain et qu'on soit capable, peu importe notre position à travers le monde, de le commander. Ça vous donne la possibilité d'économiser tous les frais logistiques. Ça vous donne la possibilité, quand vous le souhaitez, de faire décoller le drone et de vous permettre d'optimiser votre temps de réaction. Ce qui se faisait avant nous, c'était que quand vous aviez besoin d'un survol de drone, vous deviez mettre en place tout un système de logistique en place. Chauffeur, voiture, équipement, voyage jusqu'au site et faire décoller le drone. Avec notre approche, quand vous le souhaitez, vous faites quelques clics et un drone décolle et fait la mission. C'est ça que j'appelle la révolution. Et elle est ivoirienne, elle est made in Côte d'Ivoire.